entrevues qui semblent être faites en studio, veuillez noter que celles-ci ont été préenregistrées, et ce, avant le 16 mars dernier. Merci de votre compréhension. Silence on roule supporte l'Association des véhicules électriques du Québec. www.aveq.ca, la référence en électromobilité. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. La recharge sans fil verra-t-elle le jour en Chine? GM maintient son plan d'électrification malgré la crise de la COVID. Le marché de l'automobile canadien s'effondre. Hydro-Québec corrige les informations erronées de l'Institut économique de Montréal. Les premières boutiques Polestar ouvriront très bientôt aux États-Unis. Rouler vert, on parle des motos électriques. Aux réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle du film Planet of the Humans. Les événements à venir dans les prochaines semaines, tout ça et bien plus encore dans le 80e épisode du balado bimensuel Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Parlant de l'Association des véhicules électriques du Québec, c'est ce week-end, samedi, demain, donc au moment où ce podcast est mis en onde, c'est dès demain l'Assemblée générale annuelle de l'AVEQ qui aura lieu en ligne, exceptionnellement cette année, COVID oblige, donc nos membres, amis et membres rares auront sûrement reçu par courriel les informations pour se connecter à cette Assemblée générale sous forme de webinaire en ligne et puis plusieurs postes d'administrateurs en élection, donc c'est important là, pour les membres d'exercer leur droit de vote et d'élire les administrateurs qui géreront et mèneront à bien la destinée de cette fantastique association provinciale qu'est l'AVEQ. On est déjà rendu à l'épisode 80. Wow, ça va vite. On est à seulement 20 épisodes d'être rendu à la 100e. On va préparer quelque chose pour la 100e. Je pense que ça va valoir la peine. Restez à l'affût. On va vous en parler au cours des prochains mois. Cette 100e-là devrait arriver quelque chose comme au printemps 2021, si je ne m'abuse. Donc, quelque chose comme au mois de mars, là, si je me fie aux prévisions de déroulement des épisodes. Donc, on pourra vous dire à ce moment-là qu'est-ce qui sera fait de l'avant. Mais c'est certain qu'on veut faire quelque chose pour souligner l'événement. Alors, quoi d'autre cette semaine ou dans les 2 dernières semaines? Eh bien, évidemment, c'est toujours un confinement partiel du Québec, là, la région de Montréal qui reste un peu plus touchée, mais ailleurs au Québec, l'activité commence à revenir tranquillement, pas vite, avec des précautions, bien entendu. Les gens peuvent tant bien que mal recommencer à utiliser leur voiture électrique. Et puis, on a également plein de statistiques là, plus ou moins encourageantes en lien avec l'économie, la reprise économique, l'importance de relancer l'économie dans un monde qui, espérons-le, sera un peu mieux orienté en termes de valeurs sur des valeurs un peu plus vertes, un peu plus écologiques. Des véhicules qui, espérons-le, seront vers plus vite que s'il n'y avait pas eu le COVID. Je pense que cette période-là nous permet de se remettre en question. Et puis, quitte à relancer l'économie, se poser la question si on doit la relancer dans le bon sens. Et j'espère que des bonnes décisions se prendront. Quoi qu'il en soit, les consommateurs, dans les derniers mois, n'ont pas acheté vraiment beaucoup de véhicules électriques. Et ça se comprend. Les concessionnaires étaient pour la plupart tous fermés. Donc, évidemment, un trimestre là, qui a pu fonctionner janvier, février, mais à partir du mois de mars, tout a arrêté. Donc, on a sorti les statistiques de l'AVEQ pour janvier, février, mars 2020. On va en parler un petit peu plus tard dans l'émission avec nos 2 statisticiens en chef. Et puis, vous allez pouvoir voir là, l'impact de la COVID ainsi que des ventes. Et puis,
peut-être se poser des questions sur les projections à venir dans les prochains mois, la prochaine année. On avait un objectif, on est en 2020 d'atteindre, dis-je, 100 000 véhicules sur les routes. On était super bien placé pour l'atteindre. Est-ce que la pandémie de COVID aura jeté une douche d'eau froide sur nos aspirations? C'est ce qu'on va voir un peu plus tard aujourd'hui. Sur une autre ordre d'idée, j'aimerais vous parler d'une entrevue qui sera disponible vendredi prochain pour nos abonnés seulement. Donc, si vous n'êtes pas membre, si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit à Silence on Roule, allez au abonnement.silenceonroule.com et abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous aurez un épisode tout à fait spécial. Entrevue avec Jessie Pelcha, qui est analyste en politique publique liée au transport chez Équiterre. Elle va nous parler du retard qu'a pris le Canada en ce qui a trait avec la proportion de véhicules construits au Canada qui sont électrifiés. On est vraiment en bas de la moyenne des autres pays industrialisés. Donc, on va parler de ça en détail. Mais juste pour vous donner une idée, écoutons un court extrait de cette entrevue avec Jessie Pelcha. Depuis 20 ans, là, on observe un déclin là, de notre secteur automobile, qui est un secteur quand même d'importance majeure dans notre économie au Canada. Donc, on est passé là, en 2014 de 9e producteur mondial de véhicules. On construisait 2,4 millions de véhicules au 12e en 2018. Donc, maintenant, on en construit environ 2 millions de véhicules par année. Donc, en ce qui a trait vraiment à la production de véhicules électriques au Canada, bon, effectivement, actuellement, on jouit pas d'une position enviable par rapport à d'autres pays qui produisent environ le même nombre de véhicules légers. Donc, c'est moins de 0,5% de véhicules produits qui étaient électriques comparativement à une moyenne de 3% au niveau mondial. Donc, si vous êtes intéressé à écouter l'entièreté de cette entrevue avec Jessie Pelcha d'Équiterre sur notre position au Canada en lien avec la fabrication de véhicules électrifiés, je vous recommande chaudement de vous abonner à Silence on Roule, donc abonnement.silenceonroule.com. Sans plus tarder, allons écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. L'actualité dans le monde des VE. La recharge sans fil avec la technologie de résonance magnétique de Witricity pourrait fournir la même puissance, efficacité et taux de recharge que les modes de recharge conventionnels. Et si votre véhicule électrique pouvait se recharger sans fil, tout comme votre téléphone intelligent? La Chine est sur le point de rendre prochainement cette technologie disponible. La China Electricity Council a récemment introduit des normes nationales pour recharger les véhicules électriques sans fil et les bases ont été jetées par la firme Witricity qui a développé cette technologie. Le marché automobile chinois est de loin le plus agressif dans la transition vers l'électricité et les constructeurs automobiles chinois cherchent des moyens de rendre la propriété d'un véhicule électrique encore plus attrayante pour les nouveaux acheteurs. La recharge sans fil rend l'activité aussi simple que de garer votre voiture et facilite la recharge et l'atteinte de la pleine capacité et d'une autonomie maximale sans tracas pour le conducteur. General Motors confirme que son programme concernant la future génération de véhicules électriques révélé en mars dernier se déroule comme prévu malgré les ralentissements causés par la pandémie et les coupes budgétaires dans différents secteurs de l'entreprise. Ken Morris, vice-président de GM pour les programmes des véhicules autonomes et électriques, a déclaré lors des appels aux médias de mardi dernier qu'il n'a pas modifié ses plans. GM continue de rouler à pleine vitesse pour réaliser ce que nous avons présenté lors de la journée du VE en mars dernier. Je peux vous certifier que nous n'avons réduit aucune de nos dépenses ou activités concernant nos véhicules du groupe à propulsion Ultium comme les Cadillac Lyriq et le Hummer EV. Et Maurice a même ajouté « Nous avons accéléré le processus de développement des projets qui n'avaient pas été divulgués dans le cadre de cet événement qui visait la presse et les concessionnaires ainsi que les analystes. »
Une nouvelle qui est en lien avec notre thème de tout à l'heure sur les ventes de véhicules électriques au Québec. Le marché automobile canadien s'est effondré sous les effets de la pandémie de la COVID-19. La vente des véhicules neufs a connu un impact assez grave au Canada et selon les données compilées par la firme Desrosiers Automotive, la vente de véhicules légers s'est effondrée au pays de 74,6 % en avril en comparaison avec la même période l'année dernière. Hydro-Québec corrige les multiples erreurs dans un article qu'a fait paraître dernièrement l'Institut économique de Montréal. Hydro-Québec a déclaré « Nous souhaitons corriger certaines informations avancées dans le cahier de recherche de l'énergie au Québec. Quel rôle pour le gaz naturel dans un contexte d'électrification » qui a été publié par l'Institut économique de Montréal le 13 mai dernier. Que ce soit au sujet des surplus d'Hydro-Québec, de l'électrification des transports ou de la production d'électricité au Québec, l'auteur n'utilise pas les bonnes données et ne tient pas compte de toutes les évolutions technologiques que connaîtra le secteur de l'électricité dans les prochaines années. Les précisions sur les sujets ont été transmises avant la publication de l'IEDM, qui a choisi de ne pas en tenir compte. Nous vous laissons vous faire votre propre opinion. La nouvelle entité de Volvo, Polestar, ouvrira ses premières boutiques de détail aux États-Unis plus tard cette année à New York, Los Angeles et San Francisco, a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué de presse lundi dernier. Ces salles d'exposition, dont l'ouverture est prévue pour le second semestre de 2020, seront exploitées en partenariat avec des revendeurs locaux. New York et Los Angeles auront chacun une salle d'exposition, tandis que San Francisco en aura 2. Au cours du premier semestre de 2021, Polestar prévoit s'étendre à Boston, Denver, au Texas, en Floride et à Washington. On pourra cependant acheter ces voitures dans les 50 États, a déclaré Polestar. Le constructeur automobile s'appuiera sur les ventes en ligne pour atteindre les clients dans les États-Unis, là où il n'y aura pas de salle de montre. Aucune information pour le Canada jusqu'à présent. Roulez vert avec Stéphane Levert. Bonjour chers auditeurs, avec le printemps qui est bien installé, pour ma chronique d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous préparer une série de 2 chroniques à propos d'un segment de véhicules électriques qu'on n'entend pas souvent parler dans l'actualité. C'est encore un volet qui est très peu répandu au Québec, les motos électriques. Possédant moi-même ma classe de moto et ayant possédé des motos dans le passé, j'ai toujours été intrigué par les motos électriques depuis qu'ils sont sur le marché. Pour cette première partie, je vais d'abord vous parler de qu'est-ce qui est en place au niveau du programme de subvention et de 3 manufacturiers de motos électriques. Dans une prochaine chronique que je suis en train de préparer, je voudrais m'entretenir avec un ou une propriétaire de moto électrique pour partager avec vous ce que c'est de posséder une moto électrique. Pour en revenir à cette première partie, tout d'abord, sachez que comme au niveau des voitures, le programme Rouler vert provincial offre un rabais à l'achat d'une moto électrique neuve. Le rabais se chiffre actuellement à 2 000 $. Mais contrairement au segment de voitures, il n'y a présentement aucune limite maximale en ce qui a trait au montant de base du véhicule, de la moto en fait. Ce qui veut dire que toutes les motos électriques actuellement sur le marché ont accès à ce rabais. Par contre, au niveau fédéral, il n'y a aucun modèle de moto qui figure sur la liste des véhicules zéro émission admissibles. Petite parenthèse éditoriale ici, là, je suis vraiment d'avis qu'elle devrait l'être. Si on regarde attentivement les conditions d'admissibilité du programme, voici en gros la condition principale du programme en date d'aujourd'hui. Pour être admissible au programme IVZE, vous devez acheter ou louer un véhicule pour 6 passagers ou moins dont le modèle de base affiche un prix de détail suggéré par le constructeur de moins de 45 000 $. Donc, si on analyse ça, une moto, c'est un véhicule de 6 passagers ou moins, généralement 2. Et le prix des modèles que je vais vous énumérer plus tard dans ma chronique sont évidemment tous sous la barre du 45 000 $. D'autant plus que plusieurs motos électriques ont même une autonomie électrique et ou une capacité de batterie plus grande que certains modèles de voitures hybrides branchables qui sont actuellement admissibles au volet 2 500 $ de rabais de ce programme-là. C'est certain qu'une voiture va proportionnellement être plus utilisée et va parcourir fort probablement une plus grande distance qu'une moto sur son cycle de vie, mais considérant que les normes anti-pollution sur les motos
à moteur à essence traditionnel sont beaucoup plus basses et donc polluent plus pour chaque kilomètre parcouru qu'une voiture, si l'objectif du programme, c'est vraiment a priori de réduire les émissions polluantes, c'est plus ou moins un non-sens que de ne pas inclure les motos électriques dans ce programme. Bref, à la place des manufacturiers, je ferai définitivement de représentation auprès du gouvernement fédéral afin d'ajouter cette admissibilité au programme. Maintenant, au niveau des modèles de moto. Premier modèle que vous croiserez peut-être cet été sur nos routes, c'est la Victory Impulse TT. La Impulse provient originalement de la compagnie Bramo, qui avait développé la Impulse au début des années 2010. Mais ce n'était à cette époque-là pas présent au Canada. Polaris, qui est la maison mère de Victory, a racheté toutes les activités de moto électrique de Bramo en 2015. Je parle de Victory au passé, car malheureusement, Polaris a cessé les activités de Victory en 2016. Si bien que la Impulse n'a eu le temps que d'être disponible sur le marché en 2016 et 2017 sur notre marché. Mais certains motocyclistes s'en sont quand même achetés et vous pourrez peut-être en trouver sur le marché de l'usager si vous en cherchez. Niveau technique, la Impulse est propulsée par un moteur d'une puissance de 40,3 kW, une batterie de 10,4 kWh et possède un chargeur embarqué de 2,5 kW qui donne une charge complète en environ 4 heures sur une borne de niveau 2. La Impulse n'a pas de capacité de recharge niveau 3, mais caractéristique qui la démarquait à l'époque et qui la démarque toujours aujourd'hui est qu'elle possède une boîte de transmission. Pour les amateurs de 2 roues qui ne veulent pas perdre cette facette du plaisir de conduire en faisant la transition vers les motos électriques, ça peut être un modèle très intéressant. Deuxième modèle, la Harley-Davidson Livewire, qui a retenu beaucoup l'attention depuis son annonce, vu de la grande importance et la notoriété, évidemment, que la compagnie a dans le monde des motos. La Livewire, c'est en fait le premier modèle électrique de la marque qui ont aussi annoncé qu'il y a d'autres modèles qui vont suivre au fil des prochaines années. Afin de continuer d'offrir une expérience de conduite fidèle à l'esprit de Harley-Davidson, ils sont allés avec une moto plus grosse et plus puissante que la Impulse. On parle ici d'un moteur d'une puissance de 58 kW et d'une batterie de 15,5 kWh. Au niveau de la recharge, par contre, Harley-Davidson a choisi une stratégie complètement différente. Le chargeur embarqué offre très peu de puissance de recharge, si bien que de recharger la moto avec une borne de niveau 1 ou 2, ça va durer environ le même temps, environ 12 heures pour recharger complètement la batterie. Il faut comprendre que plus un chargeur embarqué est puissant, il est aussi plus imposant et plus lourd à bord de la moto. Le genre de contrainte importante là, sur une moto. Là. Mais en contrepartie, par contre, la Livewire est la première moto livrée avec un port de recharge rapide CCS combo. Ce que ça veut dire, c'est que selon le manufacturier, ça va lui permettre de faire une recharge de 0 à 80%. On connaît cette braquette-là pour conduire nos voitures électriques, en environ 40 minutes. Donc la recharge à la maison est plus longue, mais en contrepartie, si vous voulez partir pour une plus grande randonnée, vous pourrez le faire des recharges rapides pour reprendre la route plus rapidement. Dernièrement, on ne peut pas parler de motos électriques sans parler du manufacturier de motos Zero. Zero, comme le nom le suggère, produit des motos zéro émission uniquement. Cette compagnie, c'est un peu considéré comme la Tesla des motos. Zero offre actuellement une gamme complète de motos répondant aux différents styles de motos que les motocyclistes peuvent rechercher. Le modèle SRS, c'est le modèle le plus connu qu'on pourrait qualifier de plus sport, entre guillemets, de la marque qui donne un style de conduite vraiment plus dynamique. Le modèle SRF, qui utilise la même puissance, qui utilise le même châssis, mais avec une position de conduite un petit peu plus relevée. Ensuite de ça, on a les modèles S et SR, qui s'apparentent plus à la classe Sport Touring, là, pour ceux qui font de la moto là, actuellement, là, avec un petit peu moins de puissance que ses grands frères que j'ai énumérés plus tôt. Zero offre aussi des motos de type aventure avec les DS et DSR, super moteur avec la FXS et semi-trail semi-route avec la FX. Vous l'aurez deviné, les spécifications
À ce moment-là, ils diffèrent vraiment beaucoup d'un modèle à l'autre. Puis les modèles peuvent parfois offrir plus qu'une capacité de batterie. Ça a même évolué au fil des années. Donc, si jamais vous voulez faire des recherches, il y a vraiment beaucoup de modèles de disponibles. Au niveau de la recharge, l'approche de zéro s'apparente plus à celle de la Impulse que Harley-Davidson a opté pour la Livewire. Si vous voulez plus de détails techniques sur les motos zéro, vous pouvez consulter leur site web au www.zeromotorcycles.com. Et si vous voulez les voir en vrai, au Québec, Zéro ont des ententes avec des revendeurs à 4 endroits au Québec, à Sherbrooke, à Saint-Eustache, à Mirabel et à Mont-Tremblant. C'est ce qui conclut ma première de mes 2 chroniques sur les motos électriques. J'espère que cette incursion vous a plu et d'ici ma prochaine chronique, c'était Stéphane Levert qui vous souhaite bonne route! Bonjour, ici André Bellil et vous écoutez Silence, on roule. Comme c'est maintenant l'habitude, on va retrouver aujourd'hui nos collègues experts en statistiques pour l'AVEC. J'ai nommé premièrement Frédéric Saint-Laurent. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et pour t'accompagner Frédéric, Jean-François Morissette. Bonjour Jean-François. Bonjour Martin. Messieurs, on a toujours hâte aux statistiques de 3 mois en 3 mois. On a hâte de voir la progression, on a hâte de voir ce qui se passe. On regarde un peu la game aller, on prédit de façon relativement précise comment ça va se comporter. Là, dans le premier trimestre de 2020, il nous est arrivé comme quelque chose qu'on avait comme pseudo vu venir, qui est la crise de la COVID. Et puis, on a maintenant fait l'analyse des statistiques. Vous avez fait l'analyse des statistiques et on a quelques surprises. Jean-François, peut-être pour commencer, peut-être nous expliquer un peu les surprises qu'on a rencontrées là, dans ces statistiques-là ce trimestre-ci. Bon, d'accord. Ben, si je peux commencer, on en est maintenant quand même à 69 332 véhicules électriques. Là, on parle toujours entièrement électrique et hybride rechargeable au Québec. Donc, on a progressé de précisément 2193 voitures sur nos 3 mois. Un chiffre qui, a priori, nous a semblé un peu faible. On comprend qu'il y a de l'incertitude, il y a la COVID, les ventes ont arrêté un peu avant la fin mars, mais quand même, on était un peu curieux. Fait qu'on est allé creuser dans les chiffres, puis vous vous souvenez qu'on suit les immatriculations. Alors, surprise, il y a plusieurs institutions, des flottes gouvernementales notamment, qui ont remisé des véhicules, donc qui sont déplaqués, là, si on veut dire, dans le langage commun. Donc, le chiffre qu'on essaie de suivre, ben, il a beaucoup ralenti, puis il a diminué dans certaines régions parce qu'il y a des voitures qui ne sont plus enregistrées, mais ce n'est pas parce que les voitures sont disparues. Donc, la progression de voitures électriques est plus grande que le chiffre qu'on vous présente aujourd'hui. D'accord. Donc, il y a des voitures qui viennent de tomber sous le radar parce que puisqu'on suit les voitures immatriculées, que certains véhicules ont été désimmatriculés, ils ne paraissent plus dans les chiffres. Donc, et est-ce qu'on sait pourquoi ces véhicules-là ont été déplaqués? Ben, on se doute, et si on regarde, on a, à partir des codes postaux, on a fait quelques petites recherches, puis on a pu identifier les véhicules, c'est des véhicules de quelle flotte. Un peu plus précisément, justement, je dirais qu'on a pu identifier qu'il y en a plusieurs centaines qui font partie qui sont immatriculés dans le même code postal que le Centre de gestion de l'équipement roulant du gouvernement du Québec. Donc, c'est des véhicules du gouvernement du Québec. On parle, probablement, il y a plusieurs véhicules de fonction là-dedans, probablement. Donc, ça doit être justement différents postes que, vu que tout le monde est confiné à domicile, il n'y a plus besoin d'avoir personne sur les routes ou beaucoup moins de monde sur les routes. Donc, plutôt que de continuer à payer pour immatriculer ces véhicules-là pour rien, ils ont décidé de sauver un petit peu d'argent et ne pas immatriculer les véhicules. On peut voir aussi similairement, il y a plusieurs Leaf de Communauto qui ont subi le même, probablement Communauto, parce qu'on a le même code postal que l'adresse officielle de Communauto. Donc, il y a plusieurs livres qui semblent avoir été mis de côté temporairement sur la glace. Donc, il y a plusieurs grosses flottes de même qu'on a pu réussir à identifier. Le total de tous ces véhicules-là, de grosses flottes, si on veut, c'est à peu près 1500 véhicules. Mais ça, c'est les grosses flottes. Donc, toutes les petites flottes de toutes les petites compagnies qui se sont dit « Ouais, on est fermé pour au moins un mois. »
puis qui ont décidé de sauver un peu d'argent en arrêtant d'immatriculer leur véhicule. Ça fait... Donc, on est descendu probablement d'au moins 1500, peut-être d'un peu plus. Mais ce qui était facile à trouver pour nous autres, c'est les gros mouvements, les petits mouvements de petites compagnies. Ouais. Ça, c'était plus dur à voir. C'est quand même surprenant parce que les chiffres, c'est les chiffres jusqu'à la fin mars, si je ne me trompe pas. Hein? Oui. Et on a quand même... La crise a quand même frappé au milieu du mois de mars. Ça veut dire que les véhicules auraient été déplaqués dans les 2 semaines suivant le début du confinement, ce qui veut dire que c'est juste... Donc, tout juste à temps pour que ça apparaisse dans les chiffres. Finalement, 2 semaines plus tard, on ne l'aurait pas vu dans ces chiffres-là. Effectivement. C'est ce qu'on appelle in extremis. Je pense que les chiffres d'avril et de mai vont être parlants aussi à ce niveau-là parce que, une grande partie du mois d'avril, tout a été arrêté. Là, on voit que ça commence à reprendre. Au moment d'enregistrer, là, on est quoi? Au mois de mai, donc 3e semaine de mai. Forcément, les activités vont reprendre peut-être de ces véhicules-là qui ont été replaqués. Néanmoins, ça peut expliquer un peu les chiffres qu'on a là. On aurait donc eu des meilleurs chiffres si ça n'avait été de ces véhicules déplaqués. Est-ce que... Je dirais qu'on peut s'attendre probablement à notre prochaine analyse que la très grande majorité d'entre eux soient revenus. Oui. À moins que la crise revienne. Oui, c'est ça, exactement. N'en tient qu'à nous à respecter les consignes de nos amis du gouvernement. Bon, exact. Ceci étant dit, donc il y a des marques de véhicules plus affectées que d'autres par cette situation-là. Donc, on en a parlé, Volt, Leaf, Outlander. Donc, les Outlander, Fusion Énergie, c'est des véhicules qu'il y a beaucoup effectivement dans les flottes gouvernementales. Donc, il y a une cohérence là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut déduire d'autre donc de ces données-là là, suite aux petites surprises qu'on a eues? On s'est quand même amusé à regarder... la progression des, disons, appelons-le les ventes, là, parce qu'essentiellement, les nouveaux enregistrements, ça suit à peu près les ventes, à quelques importations près. Donc, ou à quelques remisages près. Ou quelques remisages près. Donc, si on s'amuse à rajouter environ 1500 voitures remisées qu'on estime, on est proche de 4200 nouvelles voitures, disons, nouveaux enregistrements par rapport au 31 décembre versus 4800 pour le trimestre l'an dernier, le même trimestre l'an dernier. Donc, on a ralenti un peu, mais vous savez que la crise, même si elle a frappé tard au Québec, à la mi-mars, mais ça avait déjà affecté la Chine, ça avait déjà commencé à affecter l'économie mondiale, toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, je pense que les ventes d'auto ont été affectées même un peu avant ça. Donc, le marché dans son ensemble au Québec, sur le premier trimestre 2020 par rapport au premier trimestre 2019, a baissé de 25 %, ce qui est assez significatif. On estime donc, avec notre progression réduite par rapport à l'an passé, que le marché des voitures électriques aurait baissé juste de la moitié de ça, de 12,5 %. Donc, les parts de marché ont probablement augmenté encore dans les nouvelles ventes. Oui. Intéressant. Donc, c'est ça. On peut penser que s'il n'y avait pas eu de crise, la progression qu'on voyait, ce serait quand même assez bien maintenu. Puis on est dans une période de l'année où, normalement, historiquement, les ventes reprennent donc avec le printemps, fin du printemps, début de l'été. Beaucoup de consommateurs là, se prévalent du beau temps pour aller acheter des nouveaux véhicules. Donc, on aurait pu avoir... Ça frappe, autrement dit, juste au début où est-ce que, normalement, on a une croissance des acquisitions des véhicules. Mais là, l'impact, cela dit, il reste difficile à déterminer parce que là, l'économie est ralentie. Il y a des gens qui ont moins d'argent pour acheter une nouvelle voiture. L'économie mondiale, la chaîne d'approvisionnement est encore affectée. Donc, on ne sait pas trop ce qui va se passer au prochain trimestre. On pense que ça va prendre peut-être 2 trimestres avant de se régulariser vraiment. Donc, c'est dur d'estimer où est-ce qu'on va être au prochain trimestre. Ouais. Il y a peut-être certaines personnes qui traditionnellement allaient toujours au travail, qui maintenant télétravaillent et que finalement... risque de télétravailler quand même pendant peut-être même au-delà de la crise parce qu'il y a plusieurs compagnies qui réalisent que le télétravail, c'est pas si pire que ça finalement. Donc, ça se peut. Ça va venir jouer sur le deuxième véhicule de la famille dans bien des cas, effectivement. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais
quand on regarde tout ça, est-ce qu'on se doit d'être nerveux en ce qui a trait à l'atteinte de l'objectif du 100 000 véhicules sur les routes pour 2020, d'ici la fin de 2020? L'année passée, j'aurais répondu ça devrait être dans le sac, il ne devrait pas avoir de problème. Maintenant, ce que je réponds, c'est c'est moins clair. Parce qu'en théorie, on a eu juste les effets sur le prochain trimestre risquent d'être pires que les effets qu'on a eus sur le trimestre qui se finissait fin mars. Parce que comme le soulignait Jean-François, il y avait juste, mettons, un demi-mois officiellement impacté, plus peut-être un autre demi-mois ralenti. Mais là, on a clairement avril puis presque mai au complet qui sont quasiment arrêtés. Donc, ça risque d'être beaucoup moins rose prochain mois et ça risque de repousser de beaucoup, ce qui va affecter notre exponentiel qu'on avait besoin pour réussir à atteindre l'objectif de 100 000. Tout à fait. Il y a un facteur aussi qu'il ne faut pas négliger, puis je parlais il y a quelques semaines, 3 semaines à peu près, avec Daniel Breton, qui est maintenant PDG de Mobilité électrique Canada, puis il me disait que des discussions avec certains concessionnaires lui confirmaient le jeu suivant qui va s'appliquer, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si plusieurs vendeurs ou concessionnaires poussent les voitures à essence parce que ces voitures-là sont en liaison en stock, puis un concessionnaire, un vendeur fait de l'argent au moment de la prise de possession du véhicule par le consommateur. Donc, c'est pas intéressant de vendre une auto qui va arriver dans 8 mois parce qu'il va faire son argent dans 8 mois. Et là, ce qui arrive, c'est que ça fait des mois qu'ils ne vendent plus d'auto et que leur cour est pleine, leur inventaire est plein. Quand ça va rouvrir, et ça va rouvrir, là, ils vont pousser très fort pour baisser l'inventaire de véhicules en stock, qui est essentiellement des voitures à essence. Ce qui veut dire que le phénomène pervers qu'on vit depuis plusieurs années, on va le vivre, mais de façon multipliée, compte tenu du fait que là, ils doivent absolument, pour la fin de l'année, baisser leur inventaire. Et ça va venir mettre une pression sur la vente de véhicules disponibles chez eux, c'est-à-dire essentiellement des voitures à essence. Donc, on peut s'attendre à ce que le ratio de véhicules électriques vendus baisse un peu, ne serait-ce qu'à cause de ce phénomène-là. Bref, on est un peu dans l'inconnu pour l'année qui s'en vient. On n'avait pas vu venir la COVID, puis on verra bien ce qui va arriver. En fait, si on l'aurait vu venir, il y aurait eu des questions à se poser. Oui, effectivement. J'espère qu'on serait intervenu si on l'avait vu venir. Maintenant, revenons quand même à nos bonnes vieilles habitudes de regarder un peu ce qui se passe en termes de popularité. Si on regarde notre top 10 ou notre top 15, est-ce qu'on a des changements, des nouveautés? Est-ce qu'il y a des nouveaux récipiendaires dans les premières places en termes de popularité? Le top 15 est d'un côté très similaire et en même temps très différent. Je m'explique. Si on enlève les remisages, donc parce qu'il y a plusieurs modèles qui ont été remisés qui ont fait des changements de position. Fait que si on ignore ces remisages-là, c'est sensiblement pareil, à part pour la Tesla Model 3 qui vient d'atteindre la 3e position. Oh, donc, ça fait un petit bout de temps que c'était au nez à nez avec la Prius Prime. Ouais. Donc la Prius vient de descendre. Ouais. C'est ça. Puis la Prius a descendu, elle fait partie des véhicules un peu remisés, mais même si on enlève les remisages, c'est pas suffisant pour lui redonner sa 3e position. Donc, on peut dire justement que la Model 3 a atteint une vraie 3e position. On parle de 1385 véhicules pendant le trimestre. Donc, c'est quand même une augmentation de 22%. Puis 22% pour un véhicule qui est là depuis maintenant, ça va bientôt faire 2 ans. Ouais. Donc, 22% après 2 ans, c'est très bon de réussir à encore faire ça. Dans ceux qui ont aussi agréablement surpris, il y a la e-Golf, qui a eu, je ne sais pas, justement, traditionnellement, il y a beaucoup de monde qui avait de la misère à la trouver. Ouais. Il y en a eu 458 nouvelles, donc une augmentation de 31%, qui lui permet ainsi d'avancer la Model S. Puis, il est aussi bon de signaler que la Ioniq, qui était un petit peu au ralenti dernier trimestre, parce que c'était la fin des 2019 et que les 2020 n'étaient pas encore arrivés, eh bien, elle vient de reprendre son envol avec l'arrivée des 2020. Donc, il y a maintenant plusieurs nouvelles 2020 d'immatriculées, qui est un modèle très intéressant. Peut-être, je pense, quelques milles de plus, mais pas beaucoup plus cher pour une autonomie de à peu près 70 km de plus.
Donc, elle était déjà très populaire. C'est un choix intéressant au niveau grosseur et ainsi de suite. On lui rajoute un peu d'autonomie aujourd'hui. Donc, finalement, ça peut être qu'une bonne nouvelle pour ce véhicule-là. Ouais. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je dirais qu'à l'œil, il y a deux facteurs que vous avez nommés, là, que tu viens de nommer, Frédéric, qu'on peut voir. La Model 3, sa popularité, écoute, on les voit partout sur les routes. Partout. Je veux dire, quand ils ont commencé à en vendre beaucoup, on en voyait de plus en plus, mais là, je veux dire, c'est fréquent, c'est dans toutes les villes, villages, il y en a partout. C'est vraiment une voiture qui est hyper populaire, là, toute catégorie de voitures confondues. Je serais curieux de comparer le nombre de Model 3 versus certains modèles de véhicules à essence populaires en termes de nombre de véhicules vendus, puis de regarder ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est vraiment fulgurant en termes d'augmentation de la proportion de ces véhicules-là sur la route. Puis le deuxième, c'est la Golf. Effectivement, on a été des années à qu'il n'y en avait pas ou à peu près pas chez les concessionnaires. Et puis tout d'un coup, on entend parler plein de gens que on a 3, on a 5, on a 8, venez voir, on a en stock. On n'entendait jamais ça. Avant, c'était on n'a pas, puis on ne sait pas si on va en avoir. Donc, ces deux éléments-là, on pouvait le détecter là, juste à lire les réseaux sociaux puis à regarder les véhicules qui circulent autour de nous. Jean-François, des nouveaux modèles qui font leur apparition dans notre radar pour le dernier 3 mois? Oui, juste avant, une mention sur le top 15. Je voudrais souligner aussi un modèle qui fait toujours plus de vagues en début d'année, loi de zéro émission oblige, la Honda Clarity. Oui. Honda nous fournit aussi des modèles, mais ça a permis de rentrer dans le top 15. Donc, mine de rien, la Clarity, on n'en entend pas tant parler, puis est rendue en 14e position des enregistrements de véhicules électriques au Québec. Je pense que c'est quand même à souligner. Oui, effectivement. Des nouveaux modèles. C'est je dirais un petit trimestre dans le sens qu'il y a plusieurs nouveaux modèles en nombre de modèles différents, mais des quantités assez marginales. Donc, on voit apparaître un Audi Q5 hybride rechargeable avec 26 nouveaux enregistrements. Ouais. Puis, attends, les chiffres vont être encore plus petits. Ensuite, chez Ford, le Lincoln Aviator, j'imagine un VUS aussi en hybride rechargeable. Il y en a maintenant 4, Martin. la fameuse Mini Cooper électrique vient d'arriver. On en a juste 2. Puis Volvo arrive avec leur S60 et V60 en hybride rechargeable, 1 et 2 exemplaires. Donc, les enregistrements rentrent au compte-gouttes, mais c'est donc dire qu'il y a quand même plus de choix dans toutes les catégories de véhicules. À cela, rajoutons aussi le Crosstrek hybride rechargeable de Subaru qui est arrivé en fin d'année l'année passée. On est rendu à 60, donc c'est pas exceptionnel, mais... Non, effectivement. Mais en fait, puis je dirais que peut-être à part le Crosstrek qui pourrait, s'il était disponible en quantité après intéressant, qui pourrait être populaire. Tous les autres modèles que tu as nommés, c'est quand même des gammes de produits qui, électriques ou non, ne sont pas vendus. C'est pas des modèles grand public vendus en très grande quantité. Là. Donc, les modèles grand public qu'on attend pour l'année, le RAV4 Prime, le Ford Escape hybride rechargeable, le modèle Y de Tesla, disons, peut-être un peu moins grand public. Ça, c'est pas encore arrivé. Puis là, la pandémie... va peut-être retarder un peu tout ça. Donc, il y a aussi tous ces nouveaux joueurs-là qu'on ne sait pas quand ils vont arriver sur le marché, effectivement. Pour ce qui est des nouveaux modèles, il y a peut-être, ou j'avoue, de façon générale, ce n'est pas des modèles populaires. Il y en a une que moi, je vais être intéressé à suivre, voir comment elle se débrouille. C'est certain qu'on n'aura pas le même nombre de ventes que la Model 3, c'est clair. Mais la Mini Cooper, pour quelqu'un qui a besoin d'une petite auto de ville électrique, son prix quand même pas si pire. Elle n'a pas une grosse autonomie, c'est certain. Mais pour un petit véhicule, il y en a certains, j'ai vu les résultats d'essai de certaines personnes. Il paraît qu'elle est très intéressante à conduire et tout. Donc, elle va être à suivre. Moi, je suis curieux de voir ça va donner quoi. Moi, je me demande si elle ne sera pas plus populaire que sa sœur, sa cousine, je ne sais plus comment l'appeler, hybride rechargeable avec la très faible autonomie électrique.
Oui, effectivement. Ouais. Avant de regarder les perspectives d'avenir, dis-je, est-ce qu'on a bougé au niveau du ratio entre les tout électriques versus les véhicules hybrides branchables? Je dirais le mouvement à la hausse pour les 100% électriques a commencé et s'est même amplifié. En revanche, il faut mettre un grain de sel, je dirais probablement même une cuillerée à thé de sel sur le niveau de la force, parce que l'augmentation est vraiment très élevée, en grande partie due à tous les modèles hybrides rechargeables, une fois de plus, qui ont été remisés par les différentes flottes. Donc, en assumant que ces véhicules-là se font déremiser, va probablement, le ralentissement va probablement ralentir, l'accélération, désolé, va probablement ralentir un peu. Pour le prochain trimestre. Mais malgré tout, l'augmentation des 100% électriques est encore à la hausse. Puis, depuis un bon bout de temps, donc, c'est un mouvement qu'on peut s'attendre à voir continuer. D'ailleurs, c'est un point, ça me fait penser, les nouveaux graphiques interactifs, traditionnellement, le pourcentage de 100% électrique versus hybride rechargeable, c'est un bon vieux graphique fait dans Excel qu'on faisait une capture d'écran. Maintenant, j'ai tout intégré ça au graphique interactif. Donc, ça vous permet, si vous voulez, de suivre la progression de 100% électrique versus hybride rechargeable par ville, par région, par MRC. Donc, ça permet un portrait un peu plus précis de la situation. Avis à nos amis journalistes qui nous appellent parfois pour nous demander ces informations-là puis qui n'ont pas pris le temps de regarder. Je fais juste dire pour les gens qui nous écoutent, là, toutes ces données-là proviennent, là, évidemment, c'est une synthèse, une analyse des chiffres qu'on obtient de la SAC. Par contre, toutes les données ont été analysées et présentées sous forme de graphique et vous pouvez les trouver facilement sur notre site web dans la section médias statistiques. Donc, il y a une section du site là, pour les médias qui contient toutes les statistiques. C'est identifié dans le haut, là, dans le menu dans le haut du site web. Vous allez là, vous allez voir les graphiques sont là. Puis en cliquant sur l'image là, des statistiques, vous allez avoir une page d'information qui contient là, un résumé de ce qu'on se parle ici aujourd'hui. Si je peux compléter là-dessus, comme Frédéric venait de le dire, là, on a des graphiques interactifs, donc il y a moyen de faire ressortir pas mal de données. Moi, je vous dirais une des façons de faire, c'est n'hésitez pas si vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Écrivez-nous dans les commentaires sous l'article, par exemple, ou envoyez un email à l'AVEC, puis on va se faire un plaisir de vous aider, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de données pour tout le monde. Oui, tout à fait. Puis justement, dans ces graphiques interactifs-là, si on regarde l'un de ces graphiques-là, c'est par région. Juste à regarder la première page, on voit clairement justement la capitale nationale qui avait dernier trimestre, qui avait 6052. On voit l'effet du remisage qui le ramène à 5102. Donc, on parle de quasiment 1000 véhicules électriques de remisés. Mais ils sont tous enregistrés dans la capitale nationale. Cependant, ils sont sur les routes du Québec. Au complet. Là. Donc, c'est à garder à l'esprit. Le véhicule ne roule pas nécessairement à Québec. C'est ça. Ça peut être un véhicule qui roule à Rivière-du-Loup, mais il est immatriculé. Il est enregistré comme étant de Québec parce que le bureau a des matériels roulants est là-bas. Ce qui, historiquement, a un peu aidé les booster, pour utiliser un anglicisme, les statistiques de la région de Québec dans nos portraits. La province. Ah, tout à fait. C'est le cas dans plein de domaines. Hein. Les capitales ou les métropoles ont souvent des bureaux chefs qui font en sorte que les statistiques sont un peu biaisées à cause de ça. Si on regarde l'avenir maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans le prochain trimestre et d'ici la fin de l'année, Frédéric? Ben, je dirais, comme vous avez parlé tantôt, il y a certains nouveaux modèles qui sont à venir. Dans les modèles à venir qui sont, si on veut, un peu plus populaires, je dirais, il y en a probablement un qui s'en vient bientôt, c'est la modèle Y. Justement, on parlait tantôt de médias sociaux. J'ai vu passer sur certains groupes Facebook. Il y a quelques personnes qui se sont fait contacter par Tesla pour leur modèle Y. Donc, si on est chanceux, on peut voir certains modèles Y qui risqueraient d'apparaître peut-être dès le prochain trimestre. Donc, dans notre bulletin de juin, notre article de juin, notre analyse de juin, probablement qu'on va pouvoir avoir la modèle Y s'il n'y a pas trop de nouveaux imprévus qui arrivent, ce qui est quand même assez comique parce que ça serait quasiment 2 ans jour pour jour après l'arrivée de la modèle 3. On a peut-être des chances parce que Elon, lui, COVID ou pas, il fabrique des autos, fait que ça va peut-être donner un coup de main au Tesla.
C'est ça. Mais il y a aussi, d'un côté, il y a toujours l'enregistrement aussi. Il faut que le véhicule soit approuvé par Transport Canada, puis ainsi de suite. Donc, il y a de la paperasserie. Donc, ça va être aussi probablement... Ça se peut que ça soit ralenti au niveau du gouvernement. Qui sait, les douanes. Il y a plein d'affaires aussi, malgré au-delà de la production, qui pourraient peut-être aussi délayer un peu. Mais Tesla ont commencé à contacter les propriétaires futurs pour leur dire « Préparez-vous, ça s'en vient ». Jean-François, autre chose qui s'en vient? Le maquis de Ford a été repoussé aussi. Donc, justement, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver parce que ça, je pense que ça devrait être un gros joueur aussi. Mais là, finalement, le modèle Y va probablement arriver avant. Il faut revoir comment ça joue là-dessus. Sinon, moi, ce que je surveille pour le reste de l'année, je pense qu'il y a le déremisage, si on peut dire ainsi. Voir quand est-ce qu'on va retrouver nos chiffres. Puis voir comment le marché de l'automobile se comporte en général, là, justement, avec les suites de la COVID là, pour le Québec, pour le monde, puis comment ils vont allouer les productions de voitures électriques dans les différents secteurs. Là. Je suis bien curieux de voir ce qui va se passer pour le reste de l'année. Ma boule de cristal est un peu embrouillée. Fred, ton mot de la fin? C'est assez similaire, effectivement, à ce que Jean-François vient de dire. Je pense que ma boule de cristal, moi aussi, aurait besoin d'un bon petit désembuage. Et c'est le cas probablement de la majorité de n'importe qui essaie de faire des prédictions sur n'importe quoi sur la planète en ce moment. Effectivement. Mais quand même, on est chanceux, les gars, de vous avoir pour nous donner un portrait aussi clair. Les données, et puis c'est un peu ingrat parce que, on peut regarder des statistiques de lecture d'une page, puis tout ça, mais moi, j'entends parler de ces statistiques-là partout. Je suis sur le terrain, au bureau, j'en entends parler. Je vais à différents endroits, dans différentes compagnies. On me parle des statistiques de l'AVEC. Les journalistes nous parlent des statistiques de l'AVEC. Puis ça, grosso modo, les gars, c'est votre travail dont on parle. Et puis moi, je tiens à vous remercier encore une fois pour le travail colossal que vous faites, de prendre des chiffres qui peuvent vouloir tout et rien dire à la fois, puis nous traduire ça dans l'interprétation des données qui clarifie l'image, qui nous aide à nous autres à avoir une boule de cristal un peu moins embuée. Donc, merci beaucoup, messieurs, pour votre travail. Merci beaucoup à toi. Merci pour ton podcast, puis la diffusion que tu fais de nos travaux aussi. Ça donne un bon coup de main, merci. Ça me fait plaisir. Donc, Jean-François Morissette et Frédéric Saint-Laurent, ceux que j'appelle affectueusement nos deux statisticiens en chef, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci, à la prochaine. Au revoir. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Donc, bonjour et bienvenue cette semaine à une nouvelle chronique sur la balado. Donc, j'attaque tout de suite le sujet. Je veux vous parler cette semaine d'un film qui s'appelle Planet of the Humans, qui a été produit par Michael Moore, qui est producteur délégué, qui est producteur aussi. Le réalisateur est Jeff Gibbs. Et dans la distribution aussi, on retrouve
un enseignant qui est à l'Université de la Californie qui s'appelle Ozzie Zenner. Donc, imaginez qu'on fait un film sur les technologies vertes et je me vois moi-même dans le film. Je révèle certaines choses et en plus, le gars qui est dans les producteurs délégués, donc Ozzie Zenner, je vais aussi l'interviewer. Sauf que nous deux, les technologies vertes, on croit vraiment pas à ça et la seule chose qui est valable pour nous, c'est que les gens arrêtent de consommer, donc ils consomment exactement comme on le faisait peut-être au début du siècle. C'est la seule route valable. Oui, je suis très d'accord avec ça. C'est sûr qu'il va falloir évaluer notre consommation, il va falloir évaluer notre mode de vie, mais en même temps, je crois aussi qu'il y a des choses qui vont pouvoir nous donner un coup de main. Il y a certaines technologies vertes qui ne le sont pas. On met des fois des choses comme le gaz naturel et on sait tous que le gaz naturel en tant que tel, c'est du méthane qui est beaucoup plus polluant que le CO2. Donc, je vois pas pourquoi qu'on mettrait ça dans les technologies vertes. Là. C'est sûr que le gaz naturel, Québec veut nous faire accroire ça, mais c'est pas le cas du tout. Donc, ces gens-là ont fait un film et qui est rempli d'incongruité et qui est rempli surtout de fausseté. Moi, c'est vraiment ça qui m'a surpris. J'ai commencé à écouter le film, j'avais hâte de le voir, j'avais vu une certaine partie, puis là, ça m'a titillé. J'ai commencé à écouter le film, mais écoutez, on voit et on entend des choses que tu dis, ben voyons donc, ça n'a aucun rapport. C'est un peu comme si quelqu'un avait fait un film sur les voitures électriques en 2012, parce que le film a été filmé, imaginez, en 2012. 2012, là, moi, j'avais pas encore de véhicule électrique, mais je sais que Nissan faisait une livre qui, le vent dans le dos, quand ça allait bien, à une température entre 22 et 26 degrés Celsius, faisait environ 135 km. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, je fais un film, mais que mon sujet principal, c'est la Nissan Leaf qui se vendait aux environs de 37 000 $. Donc, écoutez, c'est sûr qu'il y a personne qui trouverait que ça a du bon sens en 2020 d'avoir un tel produit, puis tu sais, de dire que bof, c'est avec ça qu'on va changer le monde au complet. Alors qu'on sait tous qu'il y a beaucoup de produits maintenant et que les produits offrent une performance, une autonomie surtout qui est beaucoup meilleure que celle-là. Donc, c'est un peu la même affaire. On arrive à un moment donné dans un festival, il y a des gens qui font de la musique, il se met à pleuvoir et là, pas Ozzie Zenner, mais Jeff Gibbs va voir et on lui dit qu'on doit partir la génératrice, même qu'à la fin, ça suffit pas, on doit se brancher sur le réseau électrique, là, je sais pas exactement où ils sont, je m'en rappelle plus, qui est probablement alimenté par des énergies fossiles. Donc, et aussi, on a 60 panneaux solaires. Il y a une personne qui est là qui dit, bah non, ça se passait. Tu sais, écoute, c'est à peine bon pour un grille-pain. 60 panneaux solaires en 2012, j'imagine que ça devait faire fonctionner quand même plus qu'un grille-pain. Et imaginez qu'en 2020, 60 panneaux solaires, vous avez besoin d'avoir un méchant gros grille-pain. Parce que prenez 250 watts, multipliez-le par 60 panneaux. Et 250 watts, là, c'est pas des panneaux les plus performants. On est capable d'en avoir à 310 watts, là, je vous dirais 315 watts, à un prix très raisonnable aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est un peu l'essence du film. On parle aussi de déforestation parce qu'il y a des gens qui veulent faire de la biomasse pour produire de l'énergie. Ça, je suis totalement contre aussi. Et imaginez que je suis dans une région forestière. Peut-être qu'il y a des gens ici qui trouvent que c'est une bonne idée, mais moi, là, couper des arbres pour faire de l'énergie avec, là, il doit y avoir d'autres moyens de faire ça. Donc oui, le film, il y a quand même une partie, mais je vous dirais la partie qui est correcte est d'environ pas plus que 10%. Le reste, c'est de la chenoute. Allez le voir par vous-même, vous allez pouvoir vous faire une idée. Donc j'ai écrit un article. Et j'ai voulu publier cet article-là. Je l'ai envoyé la première fois à Patrick Bonin, qui est le directeur de Greenpeace, qui me dit très bon article, excellente recherche, tout ça. Sauf que le problème pour lui,
c'était qu'il devait faire vérifier tout ce que j'avais mis dans mon article. Donc, il est obligé de décliner mon offre. Quelques autres organismes aussi, pour différentes raisons, soit que je ne cadrais pas vraiment avec le sujet de genre le groupe 1.5 là, me dit un peu là, que ça ne cadrait pas directement avec ce que les autres avaient, donc ils ne pouvaient pas le publier. Sauf que je l'ai publié sur le groupe contre GNL Québec et aussi sur le groupe Allemand en transition. Et ce qui m'a surpris beaucoup, c'est que le discours qu'on voit dans le film, bien moi j'ai des gens qui sont qui se décrivent environnementalistes, qui m'ont ramené exactement les mêmes choses en me traitant de toutes sortes de noms, me disant que je voulais absolument rien changer mes habitudes de consommation. Pourtant, ces gens-là me connaissent pas du tout. Vu que je faisais la promotion des véhicules électriques, vu que je faisais la promotion des panneaux solaires, j'étais pas mieux que, imaginez, là, l'entreprise Exxon. Là. Exxon vend du pétrole et là, moi, je vends je les vends pas, là, mais je fais la promotion des véhicules électriques et oui, je vends des panneaux solaires, des batteries, tout ça. Donc, j'étais un méchant exactement pareil. Là. C'était exactement la même chose. Et j'ai eu beau expliquer que non, je comprenais très bien que oui, il fallait changer nos habitudes, oui, de consommation, mais qu'en même temps, comme je vous disais au début, il y avait des choses qui pouvaient être améliorées, il y avait des choses qui pouvaient nous aider. Il n'y avait rien à faire. J'ai eu des personnes là, qui me disaient que j'avais pas d'argument. Pourtant, dans mon article, vous pourrez aller le lire. Là, il est sur sur le site de Vers l'avenir, donc qui est mon entreprise, sur la page Facebook. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai élaboré avec plusieurs choses. Il n'y avait rien à faire. Donc, vous voyez que malheureusement, la transition énergétique sera pas facile parce que d'un côté, on a des gens qui veulent absolument le statu quo. Puis de l'autre côté, on a des gens qui, eux autres, il faut pas qu'il y ait de transition du jour au lendemain. Plutôt, c'est ça, il faudrait qu'il y ait une transition du jour au lendemain. Ils ne pensent pas qu'on peut avoir certaines aides avec la technologie. Donc, sur ce, à la prochaine chronique. Et aussi, j'invite tout le monde à aller voter pour les dirigeants qui veulent être sur le conseil d'administration. Donc, je fais partie. Je veux faire partie plutôt. Et je souhaite aussi bonne chance à tous les candidats. Donc, à la prochaine. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Compte tenu de la pandémie de COVID, la majorité des activités de l'AVEC est suspendue ou transférée sous forme virtuelle. Disons simplement que ce week-end, il y a l'Assemblée générale annuelle pour tous les membres de l'AVEC. Ça se passe en ligne, donc les membres, vous avez reçu les liens par Internet. Sinon, communiquez avec nous le plus rapidement possible. Il y aura le 3 juin de 9h à 10h une conférence que je donnerai en ligne. Voiture bien chargée, déplacement en toute sécurité et tranquillité d'esprit. Pour vous informer, visitez le site de Roulon électrique. Et finalement, un autre webinaire de Roulon électrique, le véhicule électrique usagé. Ça sera le 17 juin de 19h à 20h par un représentant de l'AVEC. Encore une fois, inscription sur le site de Roulon électrique. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule remercie tous ses collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Stéphane Levert, Jean-François Morissette, Frédéric Saint-Laurent et Claude Gauthier. Nous remercions également le Garage Arleco, commanditaire principal, et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence on roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à martin@silenceonroule.com. Pour les informations générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Vous pouvez également consulter les forums de Silence on roule à forum.silenceonroule.com ou encore notre page Facebook Silence on roule, le podcast. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à archiveaupluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz, vous aussi, silence, on roule.